Un examen thoracique de routine, ça peut sembler simple, mais en réalité, c'est une véritable enquête. Chaque geste est un indice. Dans cette analyse, on va décortiquer comment les médecins déchiffrent les signaux que nos poumons leur envoient. C'est une très bonne question. Parce que non, il ne s'agit pas juste de poser un stéthoscope et d'écouter. C'est un processus bien plus complet, en 4 parties. Une méthode systématique pour assembler, pièce par pièce, le puzzle du diagnostic. Et voilà notre feuille de route. Ces 4 techniques, c'est la base. Et elles sont toujours utilisées dans cet ordre précis, pour passer du plus général aux détails les plus fins. Allez, on commence par la toute première étape. Tout commence donc par un simple regard. Avant même de toucher qui que ce soit, un œil bien entraîné peut déjà récolter une montagne d'informations capitales sur la fonction respiratoire. Rien que la forme du thorax, c'est déjà un indice énorme. Un thorax normal, c'est équilibré, mais un thorax qu'on appelle en tonneau, comme ça, tout rond, ce n'est jamais anodin. Ça suggère que les poumons sont comme constamment trop gonflés d'air, ce qui est un signe classique de maladies comme l'emphysème. Un autre indice purement visuel, c'est la couleur de la peau. La cyanose, cette teinte un peu bleutée, c'est un véritable signal d'alarme. Ça veut dire que le sang ne charrie pas assez d'oxygène, ce qui pointe directement vers un problème respiratoire ou même cardiaque. Et puis il y a ce signe, assez fascinant, l'hypocratisme digital. Les doigts prennent cette forme très particulière, un peu en baguette de tambour. Ce n'est pas juste une curiosité anatomique, non, c'est la preuve visible d'un manque d'oxygène qui dure depuis longtemps, souvent lié à des pathologies chroniques. Bon, après avoir regardé, on passe à la deuxième étape, la palpation. Là, le médecin va utiliser le sens du toucher pour sentir des choses que l'œil, évidemment, ne peut pas voir. Et notamment les vibrations qui parcourent les poumons. Ah, cette fameuse phrase, tout le monde la connaît. Mais pourquoi 33 ? En fait, en prononçant ce mot, on crée des vibrations. Le médecin, en posant ses mains sur le thorax, peut sentir comment ces vibrations se transmettent. Et leur intensité, eh bien ça en dit très très long. Ce tableau résume parfaitement la logique. Si les vibrations sont normales, ok, tout va bien, l'air circule. Si elles sont absentes, ça veut dire qu'il y a un obstacle, comme du liquide ou de l'air qui bloque le passage. Et puis il y a le cas le plus surprenant, si elles sont augmentées. Ça signifie que le son voyage mieux à travers un tissu pulmonaire qui est devenu solide, compact, comme c'est le cas dans une pneumonie. La troisième étape, la percussion, peut paraître un peu curieuse. Pourquoi est-ce qu'on se met à tapoter le dos et la poitrine comme ça ? Eh bien, c'est une technique ancienne mais incroyablement efficace. L'analogie est vraiment parfaite. On tapote une pastèque pour savoir si elle est pleine d'eau ou si elle est creuse. Pour le thorax, c'est exactement le même principe. Le son qui est renvoyé va révéler si les poumons sont bien remplis d'air ou alors de liquide ou s'ils sont devenus solides. En fait, on écoute 3 types de sons. Il y a la sonorité, qui est le son normal, résonnant d'un poumon sain. Puis il y a la matité, un son beaucoup plus sourd qui indique une densité, comme du liquide. Et à l'inverse, le tympanisme, un son très creux, comme un tambour, qui est une alerte signalant un excès d'air, par exemple dans un pneumothorax. Et on arrive enfin à la dernière étape, la plus connue de toutes, l'auscultation. C'est le moment où le stéthoscope entre en scène pour écouter littéralement l'histoire que les poumons sont en train de raconter. Dans un poumon qui fonctionne bien, on entend ce qu'on appelle le murmure vésiculaire. C'est un son très doux, un peu comme le bruissement des feuilles dans un arbre. C'est le son de référence, la norme, à partir de laquelle on va juger tout le reste. Et c'est là que le travail de détective prend tout son sens. Quand on entend des bruits qui ne devraient pas être là, eh bien, ce sont des indices directs qui parlent d'une pathologie en cours. Alors, concentrons-nous sur 2 des bruits anormaux les plus importants, les sibilants et les crépitants. Ils sont très différents et ils ne pointent pas du tout vers les mêmes problèmes. Les sibilants, c'est exactement ce que le mot suggère, des sifflements assez aigus. Il faut imaginer de l'air qui est forcé de passer par un tuyau tout rétréci. C'est le son typique d'une bronchoconstriction, le mécanisme principal de l'asthme par exemple. Les crépitants, c'est tout autre chose. Les descriptions sont très imagées, le bruit de pas dans la neige, de sel dans un feu ou de cheveux qu'on frotte près de l'oreille. Ce sont des petits bruits secs, brefs, qui signalent l'ouverture soudaine des alvéoles qui étaient collées par du liquide. C'est un signe majeur de pneumonie ou d'œdème pulmonaire. Alors, comment tout ça s'emboîte ? En fait, aucune de ces étapes ne peut être interprétée toute seule. Toute la puissance de l'examen clinique, elle vient de la synthèse de tous les indices qu'on a collectés. Le point essentiel, c'est vraiment ça, la convergence des preuves. Un médecin va combiner ce qu'il a vu, senti, percuté et entendu. Un thorax en tonneau, avec des vibrations diminuées, une matité à la percussion et l'absence de bruit d'un côté, tout ça pointe vers la même direction, par exemple un épanchement pleural. C'est cet assemblage qui mène au diagnostic. Et ça nous laisse sur une dernière réflexion. Bien sûr, l'examen est une procédure scientifique, rigoureuse, mais son interprétation,
ça demande de l'expérience et un certain flair. C'est peut-être ça, le véritable art du diagnostic. Un mélange fascinant entre des connaissances solides et une intuition affûtée par des années et des années de pratique.